Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie du complexe articulaire de l'épaule. Pour cela, nous adopterons le plan suivant. D'abord une définition et situation de l'épaule, puis une description des surfaces articulaires, ensuite les moyens d'union passive et finir avec l'étude de l'anatomie fonctionnelle de chacune des articulations du complexe. Le complexe articulaire de l'épaule comporte 5 articulations distinctes. 3 sont dites vraies sur le plan anatomique, c'est-à-dire qu'elles mettent en contact deux surfaces articulaires recouvertes de cartilage. L'articulation sternocostoclaviculaire, l'articulation acromioclaviculaire et l'articulation scapulo-humérale. Les deux autres sont des articulations au sens physiologique du terme, car elles permettent un mouvement mais ne possèdent pas de cartilage. La sous-deltoïdienne et la scapulo-thoracique. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à l'étude des vraies articulations du complexe articulaire de l'épaule. L'articulation sternocostoclaviculaire est une articulation en selle entre la clavicule, manubrium sternal et la première côte. Les surfaces articulaires de cette articulation comprennent essentiellement la facette sternocostale et la facette claviculaire. C'est la partie médiale de la clavicule qui comprend deux versants. Un versant supérieur vertical qui s'articule avec le sternum et un versant inférieur horizontal qui s'articule avec la première côte. Les surfaces articulaires sont recouvertes de cartilage. Entre elles, on trouve un ménisque. Ces surfaces articulaires sont unies essentiellement par la capsule articulaire qui est mince et lâche et s'insère sur le pourtour des deux surfaces articulaires. Pour les ligaments, on retrouve essentiellement le ligament sternoclaviculaire antérieur, le ligament sternoclaviculaire postérieur, le ligament costoclaviculaire, le ligament interclaviculaire tendu entre les deux clavicules et adhère à la partie supérieure du manubrium sternal. L'articulation acromioclaviculaire est une articulation plane qui met en rapport le bord médial de l'acromion et l'extrémité latérale de la clavicule. Les surfaces articulaires sont ovalaires à grand axe oblique médialement et en avant, revêtues de cartilage. Dans un tiers des cas, on peut retrouver un ménisque. Ces surfaces articulaires sont unies entre eux par la capsule articulaire qui s'insère sur le pourtour des deux surfaces. À la partie supérieure de l'articulation, cette capsule présente un renforcement, le ligament acromioclaviculaire. Les ligaments, il y en a 5. L'un est intra-articulaire, c'est le ligament acromioclaviculaire. Les autres sont extra-articulaires. Le ligament trapézoïde se dirige en haut et latéralement pour se terminer sur la crête de l'extrémité latérale de la clavicule. Le ligament conoïde, situé dans un plan frontal, se termine sur un tubercule plus médial. Le ligament coracoclaviculaire médial et le ligament coracoclaviculaire latéral. Nous passons à l'articulation scapulo-humérale. C'est une articulation sphéroïde qui met en rapport la tête humérale et la cavité glénoïdale. La tête humérale peut être assimilée à un tiers de sphère de 3 cm de rayon, orientée en haut médialement et vers l'arrière. Elle forme un axe d'inclinaison de 130 degrés avec la diaphyse et regarde 20 degrés en arrière. La cavité glénoïdale, de forme ovalaire, située sur l'angle supérolatéral de la scapula, elle regarde latéralement, en avant et en haut. Sa concavité est beaucoup moins marquée que la convexité de la tête humérale. Le bourrelet glénoïdal est un fibrocartilage annulaire qui s'implante sur la périphérie de la cavité glénoïdale. Son rôle est d'augmenter la taille de la concavité de la cavité osseuse pour rendre l'articulation plus congruente. L'appareil capsulo-ligamentaire étant relativement lâche pour permettre une grande mobilité, il n'est pas suffisant pour assurer à lui seul la stabilité de l'articulation. L'action des muscles coapteurs sera donc indispensable. La capsule articulaire, en forme de cône tronqué, à petite base scapulaire et à grande base humérale. Elle s'insère médialement sur la face périphérique du bourrelet glénoïdal et latéralement sur la tête humérale à la limite de la surface articulaire.
Pour les ligaments, on en distingue deux groupes, les trois ligaments gléno-huméraux et le ligament coraco-huméral. Le ligament gléno-huméral moyen a une insertion médiale sur la partie antérieure du bourrelet glénoïdal, oblique en bas et latéralement. Il passe en arrière du tendon du muscle subscapulaire et s'insère latéralement sur le tubercule mineur. Le ligament gléno-huméral inférieur s'insère médialement sur la partie antérieure et inférieure du bourrelet glénoïdal et latéralement sur le bord médial du col chirurgical de l'humérus. Le ligament gléno-huméral a une insertion médiale sur la partie supérieure du bourrelet glénoïdal et sur la base du processus coracoïde et une insertion latérale au sommet du tubercule mineur de l'humérus. Le ligament coraco-huméral, situé au pôle supérieur de l'articulation, tendu entre le processus coracoïde et les tubercules majeurs et mineurs de l'humérus. La mobilité de l'épaule est assurée dans sa plus grande partie par l'articulation gléno-humérale. Ces mouvements dans les trois plans de l'espace sont amplifiés par les mouvements de la clavicule et la scapula. Dans le plan frontal, l'abduction est à 120 degrés et l'adduction à 30 degrés. Dans le plan sagittal, l'extension est à 30 degrés et la flexion est à 180 degrés. Pour la rotation par rapport à l'axe de l'avant-bras, la rotation médiale arrive à 80 degrés et la rotation latérale à 60 degrés.